Bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a demandé de vous parler un petit peu de comment on formait à l'école des ponts les ingénieurs au développement durable. Et donc je vais vous parler de la façon dont on amène à l'analyse de cycle de vie, alors en tant que recherche et en tant qu'enseignement, plutôt alors dans mon domaine d'origine, c'est-à-dire le domaine de la construction. Puisque à l'origine, j'ai fait une thèse sur les matériaux béton. Donc à l'époque déjà, parce que je m'appelais Ferraille, on se moquait de moi, mais Fabrice a bien continué aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi, même sur l'environnement. Donc j'ai fait une thèse sur le domaine du béton milieu poreux, et ensuite je suis venu à l'analyse de cycle de vie, parce qu'on s'est mis à parler de béton vert, d'acier vert, etc. et que j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière. Voilà, d'où mon cheminement de pensée. Alors du coup, l'urgence, hein, vous la connaissez. Moi, j'aime bien remettre à chaque fois cette courbe. Tout simplement parce qu'on parle beaucoup du fait qu'il faut qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. Il n'empêche que depuis, vous voyez, la courbe démarre dans les années 90, elle ne fait qu'augmenter. On peut citer différents sommets, des sommets climatiques. 92, il y avait le sommet de Rio, vous voyez, aucune inflexion. Voilà, le sommet de Paris. Il n'y a jamais d'inflexion. Les seules inflexions, c'est la crise financière ou la crise du Covid. Donc, on n'est pas encore en train de gagner notre course contre le CO2. Ensuite, on parle beaucoup du CO2. Alors, Fabrice a essentiellement parlé du CO2, mais notre directeur l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a pas que ça, il y a la consommation de ressources, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on va parler ensemble de la méthode d'analyse de cycle de vie. Et notamment, en fait, on parle de plus en plus du fait qu'on est sur une planète aux ressources finies, qu'on définit par la notion de limite planétaire, en sachant que pour qu'on continue à se développer dans un environnement sûr, il faut qu'on soit en dessous de ces limites planétaires. Alors, elles seront présentées de la façon suivante. Et quand c'est en gris, ça veut dire que ce n'est pas encore quantifié. Quand c'est en rouge, c'est qu'on est mort, en gros. Et quand c'est en vert, c'est qu'on est bon. Donc ça, ces limites planétaires ont été définies par Stéphane en 2015. C'est assez récent et revu récemment par Aurélien Bouteau et Natacha Gondran. Donc ce qu'on voit, c'est que quand même, sur un certain nombre de limites qui ont été définies, on a quand même vraiment dépassé notre limite acceptable et qu'il faut qu'on travaille dans ce monde, en fait, aux ressources finies sur lesquelles on sait qu'il faut quand même qu'on essaye de faire avancer les choses. Alors notamment, moi, il y a la limite du changement climatique qui est fixée à 350 ppm. Aujourd'hui, on est au-delà de 400 ppm. On pourrait en citer d'autres, mais une autre qui me tient à cœur, en fait, c'est celle qui est liée à la biodiversité, à l'intégrité de la biosphère, puisque la limite, elle est fixée à 10 espèces disparues par an, et en fait, actuellement, on sait qu'on est entre 100 et 1000, avec les difficultés de comptabilité, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on voit qu'on a quand même largement explosé ce qu'on peut faire. L'épuisement des ressources, donc comme je vous disais, le directeur en a parlé, on prélève la ressource de plus en plus sur la planète. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette notion du Global Overshoot Day, le jour où on a dépassé les limites que la planète, des ressources que la planète peut nous donner. Alors donc voilà, je vous ai mis quelques dates, 16 août 2016, 1er août 2019, 22 août 2020, et puis évidemment, en 2020, c'était une bonne année, 28 juillet 2022, ça avance régulièrement. Voilà, on consomme quand même une grande majorité des ressources, il reste quand même quelques mois où on vit au crédit de la Terre. Alors, on va rentrer dans le domaine que je maîtrise le mieux. Alors, quoique, ça me fait rebondir sur quelque chose qu'a dit Fabrice tout à l'heure en disant moi, j'étais dans le département génie, mécanique et matériaux à l'école des ponts, département généraliste, plutôt mécanique, je veux dire, mais en fait, il faut savoir qu'à l'école des ponts, c'est le premier département dans lequel il y a eu un cours d'analyse de cycle de vie. Donc, le premier cours d'analyse de cycle de vie à l'école des ponts, dans la formation initiale, c'est dans ce département-là, et ça date de 2012, ce qui est quand même, il y a quand même un certain temps. Voilà, donc l'urgence climatique, on la connaît, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre si on veut rester dans une température, on parle d'1,5 degré, mais même 2 degrés. Le secteur de la construction, c'est 35% de l'énergie finale consommée, presque 40% des émissions de dioxyde de carbone. Donc agir sur le domaine de la construction, c'est pas complètement déplacé, on sait bien qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors,
Fabrice vous a largement parlé de ce que c'était que l'industrie des aciers. L'industrie des aciers, elle est aussi responsable à l'échelle mondiale d'environ 8% des émissions de CO2. L'industrie cimentière aussi, elle est responsable à l'échelle mondiale de entre 5 et 8% des émissions de CO2. Alors, pourquoi ? Parce que quand on fabrique du ciment, on décarbonate de la chaux et qu'on monte à des très fortes températures. Donc forcément, voilà, on rejette du CO2. Du coup, l'empreinte d'un béton est non négligeable et pour autant, ce matériau est quand même très largement utilisé et va être en tout cas pour l'instant, continue à être énormément utilisé partout dans le monde. On ne voit pas d'inflexion de la production du béton. En plus, ce matériau, pour fabriquer du béton, on a besoin de sable, et la ressource en sable, on la consomme très fortement. C'est la deuxième ressource la plus consommée au monde après l'eau. On n'a pas toujours conscience de ça, mais la ressource en sable, elle n'est pas disponible partout facilement. On ne fait pas du béton avec du sable du désert, donc on va aller prélever la ressource, et ça crée quand même quelques catastrophes. Alors, on a beaucoup parlé, je suppose que vous avez entendu parler du ciment bas carbone. Là, c'était l'œil du 20h en octobre 2020 sur France 2 qui avait fait un bref pitch sur qu'est-ce que le ciment vert. Voilà, et puis on a aussi eu pas mal de documentaires, dont Le Monde en face, l'envers du béton en 2021. Ces questions du béton et de l'utilisation massive du béton questionnent. Et si je vous mets ça ici, c'est parce que justement la méthode d'analyse de cycle de vie, elle permet en fait un peu d'objectiver en fait ça et de quantifier pour permettre d'avoir des réponses. Les chiffres, ça nous va bien en général quand on fait des sciences. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des chiffres et d'objectiver en fait ces choses-là. Alors pourquoi en fait, on a parlé de l'acier précédemment, mais le béton vert en fait, une grande majorité du béton vert, du ciment vert est fabriqué avec des laitiers de hauts fourneaux. Donc des laitiers de hauts fourneaux qui sont donc des déchets ou des coproduits de l'industrie d'acier. Alors l'industrie d'acier lourde, c'est-à-dire celle des hauts fourneaux. Quand on fera plus que de l'acier électrique, on n'aura plus de déchets d'acier qu'on utilisera dans les ciments. Donc jusqu'à présent, en fait, jusqu'à l'été, pas l'été dernier, l'été d'avant, le laitier qu'on mettait dans les ciments, on le considérait comme un déchet, donc il n'avait pas d'impact carbone. Donc pour les cimentiers, forcément, c'était bien. Ils avaient du coup un ciment avec un impact carbone inférieur. Et puis, ça fait un moment quand même qu'on les alertait sur le fait qu'il fallait peut-être un peu partager cette valeur carbone du laitier. Surtout qu'en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait un gros trou dans la comptabilité, puisque les aciéristes considéraient que eux, comme ils fabriquaient un déchet qui était réutilisé dans du ciment, du coup, ils enlevaient des émissions de CO2 en disant qu'ils faisaient quand même un gain pour l'environnement. Donc ces choses-là ont été mises à plat. Et du coup, le laitier a un impact carbone, mais qui est quand même inférieur à l'impact du ciment. Et donc, c'est intéressant, d'un point de vue environnemental quand même, d'utiliser ce type les laitiers dans l'industrie cimentière. Alors, à 2 bémols près, le premier, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est qu'effectivement, il faut mieux avoir un coût CO2 qui permette d'utiliser ces laitiers de hauts fourneaux, parce que si on reconstruit des terrils de laitiers de hauts fourneaux, c'est pas très intéressant. C'est pas l'objectif. Et d'autre part, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Oui, et d'autre part, comme je vous ai dit, on est en train de décarboner. Fabrice vous l'a bien dit juste avant. On décarbone la fabrication d'acier, ce qui veut dire qu'on va avoir de moins en moins de laitier. Et donc la ressource en laitier, elle n'est pas suffisante pour qu'on construise tout avec ce fameux béton vert qui est tant vendu dans l'industrie. Donc il faut quand même faire attention à cette ressource et notamment l'utiliser à bon escient. Très sincèrement, on ne construira pas tout avec cette ressource-là, on en est bien conscient. Alors ensuite, là on était à l'échelle du matériau, ici à une échelle de la construction plus globale. Voilà, la société elle est complexe. Hein. À gauche, est-ce que c'est à gauche pour vous? Oui, à gauche vous avez une maison construite, une maison terre-paille, une construction un peu
à la grand-papa, si on veut dire. Et puis à droite, pas tout à fait le même type de construction. Voilà, la société, elle est complexe, elle se complexifie. Il faut pouvoir le quantifier et positionner aussi ce qu'on fait par rapport à ça. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Le quid du véhicule électrique, enfin du carburant électrique par rapport au carburant, à l'agrocarburant. Quid de ce type de solution qu'on nous vend comme des habitats idéaux par rapport à de l'habitat en terre, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions. Faire un choix éclairé, c'est pas évident. Et la méthode d'analyse de cycle de vie, comme je vous le disais tout à l'heure, permet d'objectiver ce choix potentiellement en étant une méthode donc multi-étapes et multi-critères et qui reste une méthode d'aide à la décision. Voilà, donc comment on quantifie en utilisant cette méthode. Alors, dans la salle, il y a des profs qui sont profs en TSI. Alors, je ne connais pas les programmes de toutes les spécialités, mais typiquement, je sais qu'il y a quand même, notamment j'avais regardé les programmes de STI 2D, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous appréhendez déjà beaucoup cette notion de cycle de vie et de fonctionnalité, qui est vraiment la base de la méthode ACV. Donc, il y a déjà beaucoup d'éléments qu'en fait vous connaissez tous et sur lesquels je ne vais absolument rien vous apprendre. Donc cette méthode, en fait, elle date de la fin des années 60, hein, et la genèse de la méthode, c'est une étude sur le conditionnement de Coca-Cola, comme quoi il n'est pas né que des mauvaises choses de Coca-Cola. La méthode ACV vient de là. Alors, l'image est pourrie, je suis désolée, ça ne se sort pas du tout bien. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une méthode qui est normalisée, donc depuis les années... depuis les années 91, on a le cadre technique de l'ACV qui est fait par la société CETAC, qui est un peu la société savante des analyses de cycle de vie. Et puis, plus récemment, en fait, on a vu autour du domaine de la construction se développer des normes spécifiques, et notamment avec l'évaluation de fiches de déclaration environnementale et sanitaire, dont l'objectif est d'aller vers de l'éco-conception. Alors on a beaucoup de bases de données, on a beaucoup d'outils ACV et voilà, on cherche à s'y retrouver un peu là-dedans. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder toutes les étapes du cycle de vie? Ici je vous ai juste mis un petit exemple, qui n'est pas dans le domaine du bâtiment, mais sur un véhicule. La comparaison faite dans le cadre d'un rapport annuel de Toyota entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Et donc c'est les émissions de CO2. Et donc ce qu'on voit, c'est que si on s'arrête après l'utilisation, enfin la fabrication du véhicule, des matériaux et des carburants, en fait, on se rend compte qu'on pourrait dire que le véhicule électrique est beaucoup plus coûteux que le véhicule thermique. Mais bien évidemment, c'est pendant la phase d'usage que les choses s'inversent et du coup, c'est intéressant d'avoir en tête toutes ces étapes du cycle de vie. Sans ça, on fait des déplacements de pollution. De la même façon, en fait, s'intéresser à plusieurs impacts environnementaux. Alors ici, vous avez la représentation d'un bâtiment, enfin de la consommation d'un bâtiment, d'un mètre carré de bâtiment, en fait, qui consomme 88 kWh par mètre carré par an. Et donc, vous avez différents indicateurs d'impact, le changement climatique, l'énergie non renouvelable, l'énergie primaire totale, la consommation de ressources, l'acidification atmosphérique, la pollution de l'eau, la pollution de l'air et l'ozone photochimique. Et puis la répartition en fait en fonction des différentes phases, en fait, la phase de production des matériaux, la phase de construction, la phase d'usage et la phase de fin de vie. Donc si on fait abstraction de l'indicateur pollution de l'eau, on pourrait conclure que c'est la phase d'usage, sans surprise, hein, qui est la plus émettrice de polluants divers et variés, qui impacte le plus, et suivi de la phase de production. Mais si on regarde l'indicateur de pollution de l'eau, qui d'ailleurs est le seul dans ce panel d'indicateurs qui représente quelque chose lié avec l'eau, on voit qu'on a quelque chose à faire sur la fin de vie. Donc quand on veut aller vers de l'éco-conception et éviter un transfert de pollution, comme je l'ai dit précédemment, important de regarder toutes ces étapes, tous ces indicateurs d'impact. Donc cette méthode, c'est donc une méthode scientifique qui s'intéresse au cycle de vie complet, qui est une méthode quantitative et qui donne des résultats en termes d'indicateurs multicritères. J'aime bien ce transparent qui, je trouve, résume parfaitement bien ce qu'on cherche à faire.
On va chercher toutes les données qui rentrent et qui sortent autour de notre étude du système qu'on a choisi, en lien avec sa fonctionnalité, et on en sort des résultats quantifiés d'indicateurs sur différentes sources de pollution. Donc voilà, ça c'est le framework de la norme. Alors c'est surtout pour bien spécifier que c'est une méthode normalisée, et donc la normalisation en France, ça reste quelque chose d'important. Donc l'objectif de la méthode, c'est bien de comparer des scénarios alternatifs, donc c'est vraiment dans un optique d'éco-conception, c'est pas de donner une note à un projet, hein, c'est comparer différentes alternatives et se dire laquelle est la meilleure par rapport à l'autre, etc. Et sur quoi c'est meilleur ou pas, et du coup d'aider à décider ce qu'on va faire plus tard. Et donc, pour travailler sur cette comparaison de scénarios ou d'alternatives, on a besoin de définir ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, donc on est très en lien avec la fonctionnalité d'un système. Alors on va revenir un peu dessus, je vous ai prévu quelques exemples qu'on a traités en recherche plus tard, mais la fonctionnalité, on regarde l'objet avec sa fonctionnalité, sans sa fonctionnalité, ça quand même, ça n'a pas de sens en termes d'analyse de cycle de vie. Oh pardon, j'ai été trop vite. Donc voilà, donc on va passer sur quelques résultats qu'on a obtenus par la méthode ACV. Alors, on en a obtenu beaucoup et j'espère que ceux-là parleront. Donc ici, par exemple, on est sur une fonctionnalité du kilogramme de granulat. Alors, vous avez ici là, la comparaison entre un granulat naturel et un granulat vierge. Pardon, n'importe quoi. Et un granulat recyclé, ça va pas très bien. Donc le granulat recyclé, pardon, le granulat, je vous ai dit des bêtises, je suis perdue du coup parce que, voilà, le granulat recyclé, c'est le granulat en gris, excusez-moi, et le granulat vierge, c'est le granulat en jaune. Donc le titre est complètement pourri, tout à fait, toutes mes excuses. Donc ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que le granulat recyclé n'est pas toujours le meilleur. Et donc quand on parle de recyclage, on n'est pas bon sur tous les indicateurs d'impact. Donc là, notamment, on n'est pas bon sur la pollution de l'eau, on n'est pas bon sur le changement climatique. Alors pourquoi? Parce que pour recycler un granulat, on va aller l'amener ailleurs, on va utiliser des process industriels qui peuvent être plus coûteux d'un point de vue CO2. Voilà, et donc on n'est pas non plus, on a montré qu'on n'était pas non plus très bon sur l'épuisement des ressources. Alors ça c'est un autre problème, c'est que cet indicateur épuisement des ressources dans le domaine de la construction, il n'est pas forcément très adapté parce qu'on a parlé de la consommation du sable qui est très effective dans le domaine de la construction. Mais à l'échelle de cette méthode ACV qui est une échelle très globale, on considère que le sable c'est de la silice et que la silice il y en a partout à la surface de la Terre. Et du coup, on ne voit pas l'épuisement de cette ressource. Donc cet indicateur n'est pas forcément très représentatif. Mais en tout cas, voilà, notons que le granulat recyclé n'est pas toujours bon sur tout. Et c'est intéressant de le savoir quand on cherche à faire de l'éco-conception. Alors ici, on compare des bétons avec des proportions de granulats recyclés différents. Alors en noir, vous avez le premier, donc c'est le béton basique, dans lequel il n'y a pas de granulat recyclé. Ensuite, on a 10% de sable et de granulat recyclé, puis 30% de sable et de granulat recyclé. Et enfin, c'est un béton qui est complètement à base de granulat recyclé. Et bien, de la même façon, sur les différents indicateurs d'impact, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, on n'a pas non plus toujours des résultats dans le même sens. C'est pas toujours, quand on ajoute de plus en plus de granulats recyclés, qu'on est meilleur. Alors, là, en l'occurrence, on était sur 1 mètre cube de béton, avec une certaine résistance imposée. Alors, bien évidemment, pourquoi on n'est pas toujours bon? Parce que pour avoir la même résistance, le granulat recyclé, il n'est pas toujours meilleur. Donc, on va rajouter du ciment. Et quand on rajoute du ciment, on n'est jamais très bon, quoi. Donc, moi, moi j'appelle ça des niches environnementales, mais je pense que c'est intéressant qu'on amène à penser qu'il y a toujours une bonne utilisation d'un matériau dans un contexte global et qu'on ne va pas révolutionner en changeant tout et en faisant tout, comme je vous disais, tout en béton vert, ça n'existera pas.
mais qu'il y a bien des moments où l'utilisation spécifique de quelque chose est utile d'un point de vue environnemental. Il faut qu'on trouve en fait cette espèce de niche environnementale. Donc là, c'est le cas du béton. Et enfin, alors Jean-François vous parlera d'impression 3D béton cet après-midi, mais on a fait l'évaluation environnementale de l'impression de béton par extrusion, ici au laboratoire. Ça a donné lieu à une thèse. Donc on a pris en compte tout l'ensemble en fait du process de la robotique, avec donc les hypothèses suivantes. Donc on avait une formulation de béton spécifique qui vous est donnée ici, une section de référence, une vitesse d'impression. On a pris une consommation électrique qui était une valeur assez conservatrice. La durée de vie du robot était considérée de 30 000 heures, sachant qu'on avait entre 12 000 et 47 000 heures. Et on n'a pas pris en compte la fin de vie pour le matériau béton. Et les résultats qu'on a obtenus, alors ici vous avez les résultats globaux, donc avec la partie béton en vert, qui est de loin la plus impactante. Ensuite, la partie électricité en rouge, puis la partie robotique, enfin système robotique en gris. Et puis les indicateurs d'impact vous sont donnés sur la droite. Donc effectivement, ce qu'on remarque, c'est que la partie béton, elle est très importante. Donc la formulation de béton qu'on avait utilisée dans ce cadre-là avait un rôle important. Alors du coup, quand on cherche à faire de l'éco-conception, on va rentrer dans cette partie béton. Et si on regarde cette partie béton, ici vous avez comment est composé le béton, donc la composition et la répartition environnementale. Donc je ne sais pas quelle couleur, mais je dirais du bleu foncé, le ciment Portland, puis l'eau qu'on ne voit quasiment pas, le sable en vert, la fumée de silice en rouge, et enfin les adjuvants, donc le plastifiant et l'accélérateur, qui sont en gris clair. Donc sans surprise, le ciment prend une part primordiale des impacts, mais une pseudo-surprise, c'est quand même la part prise par l'adjuvantation, non négligeable. Et donc, on essaye de travailler vraiment à essayer à la fois d'avoir des données plus représentatives des différents accélérateurs qui sont utilisés dans nos formulations, mais aussi à faire prendre conscience aux industriels que cette adjuvantation qui, pendant des années, ils nous disaient mais l'adjuvantation, non mais très peu, ça compte pas, en fait en ACV, en environnement, très peu, ça peut faire beaucoup. Donc c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et ensuite, enfin, l'analyse de la contribution du système robotique. Donc vous avez ici détaillé la commande station, le robot, la tête d'impression, l'unité de préparation de béton, la part de l'usine, en fait, en l'occurrence de notre hall béton, et la part de la fin de vie du système robotique. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la station de commande qui prend la majorité des impacts sur quasiment tous les indicateurs. Donc voilà comment le type de choses qu'on obtient quand on réalise une ACV, et comment après on peut se diriger vers comment on essaye d'éco-concevoir et d'aller vers du mieux. Alors, on peut obtenir aussi ce type de résultats qui sont ce qu'on appelle des résultats normalisés, où on vient comparer par rapport à un équivalent habitant moyen par an. L'objectif ici, c'est de faire prendre conscience de la part des différents impacts par rapport à un Européen moyen pour qu'on se rende compte que, là en l'occurrence, le changement climatique, la part des résultats obtenus, c'est un Européen moyen. Voilà, mais on se rend compte que d'autres indicateurs qui ne sont pas le changement climatique dépassent largement. Donc il y a des choses sur lesquelles la fabrication robotique, elle a vraiment un impact plus important, et d'autres sur lesquelles elle a vraiment un impact beaucoup moins important, voire très peu important. C'est une autre façon de présenter les résultats. Voilà, donc pour finir, juste cette méthode, c'est une méthode quantitative, elle est perfectible, elle est ce qu'elle est, mais actuellement elle a le mérite d'exister et de nous donner des résultats qu'on peut utiliser pour objectiver notre éco-conception. Donc c'est vraiment, pour moi, un pas
nécessaire vers l'éco-conception. Et j'espère qu'on formera de plus en plus d'ingénieurs à ces questions-là. Alors juste à l'école des ponts, en fait, le cours est maintenant donné dans les départements génie mécanique, génie civil, ville, environnement, transport, et se généralise l'année prochaine à encore plus de... Enfin, les ingénieurs vont normalement tous y passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais commencer par une question. Vous avez présenté l'ACV comme un outil d'aide à la décision. Et la question que je me pose, c'est qu'il y a énormément d'indicateurs. Et globalement, ce qu'on voit bien, c'est que c'est pas évident. Donc, concrètement, comment ça aide à la décision? Parce qu'une fois j'ai l'impression que selon l'indicateur qu'on regarde, on peut un peu défendre la position qu'on a a priori sur un sujet. Alors, on a deux façons de... Enfin, d'abord, effectivement, on se positionne en tant qu'aide à la décision parce que c'est facile de dire on aide à la décision, mais on n'est pas là pour prendre la décision. Donc, on a deux façons de faire. En fait, on peut aller... là, on représente des types d'indicateurs qui sont des indicateurs qu'on appelle midpoint, intermédiaires. On peut aller vers refaire une salve de calcul et aller jusqu'à des indicateurs qu'on appelle endpoint, des indicateurs qui sont des dommages à la santé, dommages aux écosystèmes. Et donc dans ces cas-là, on se retrouve avec 2 ou 3 indicateurs, donc un panel beaucoup plus petit, qui permet du coup plus facilement d'aider à la décision. Ceci dit, comme c'est une méthode bourrée d'incertitudes, si on en rajoute encore une couche, on a encore plus d'incertitudes. Mais c'est une façon de faire. Donc l'autre façon de faire, c'est celle-là. En fait, c'est aussi de se dire, quand on regarde ça, on voit que sur certains indicateurs, quand on est rouge, on dépasse beaucoup. On a normalisé et on se rend compte qu'en équivalent moyen, européen moyen, on n'est pas bon sur ça. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Et tous ceux qui sont un peu en dessous, c'est mieux. Donc on cherche moins. Donc on va se concentrer sur ceux qui dépassent les limites d'équivalent européen moyen. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Par rapport au mur qui a été construit par robotisation, quelle serait la conclusion? C'est-à-dire que, est-ce que vous arrivez à le mettre en regard avec un mur construit, on va dire, traditionnellement? Et auquel cas, comment est-ce que le mur construit traditionnellement, vous arrivez à quantifier la CV et la production de CO2? Un exemple simple, le grutier qui prend sa voiture pour aller au chantier, est-ce que ça c'est pris en compte? Enfin, comment est-ce que vous faites pour avoir l'image globale? Oui, c'est pris en compte. Alors, ça dépend à quelle échelle on se place et à quelle fonctionnalité, quelle unité fonctionnelle. Mais oui, quand on fait l'analyse de cycle de vie d'un mur en béton banché, on va prendre en compte aussi les transports de personnel. Quand c'est sur un mur, c'est peut-être pas très significatif, mais quand c'est sur la construction du bâtiment global, ça l'est déjà plus. Mais c'est moyenné. Là, la conclusion, en fait... dans le cadre de la thèse, on a effectivement travaillé à comparer avec des murs qui avaient été faits traditionnellement. La conclusion, c'est de dire que il faut qu'on travaille sur la formulation de béton pour qu'elle soit meilleure que ce qu'elle est actuellement d'un point de vue environnemental. Et donc on est en train de travailler, Romain Ménil travaille sur des formulations qui sont beaucoup moins... dans lesquels il y a beaucoup moins de ciment, et donc en fait on devient de plus en plus compétitif, puisque si c'est la part du béton qui est la plus importante, le béton, le ciment, on l'utilise dans tous les matériaux. Pour l'instant, l'impression 3D, elle est compétitive dans des niches dans lesquelles on va mettre un matériau vraiment à une échelle très précise, et donc du coup on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup pour obtenir typiquement une résistance, une durabilité comparable avec quelque chose où on est obligé de mettre en fabrication traditionnelle beaucoup plus de matériaux. Ça te va, hein? Alors, merci pour votre présentation. En fait, il y a aussi des collègues là qui suivent en ligne. Il y a un collègue qui m'a posé une question que je rejoins. C'est vous avez parlé que vous avez regardé les problèmes de STI 2D, des problèmes de prépa dont une bonne partie de l'assistance fait partie.
Et tout ce qui est ACV, etc., on commence à le voir, mais souvent on fait 1 à 2 heures de cours, 1 à 2 heures de travaux dirigés. Donc j'avais 2 questions. Est-ce que vous commencez à enseigner? Est-ce que c'est plutôt des études de cas, ou est-ce que, on va dire, il y a des TD, on va dire, scientifiques un peu dessus? Et des fois, nous, on a l'impression de faire du saupoudrage et que ça presque ne se rend pas servi à cette partie du programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous nous conseillerez pour introduire cette problématique, on va dire, dans un temps très réduit que l'on a pour en parler? Dure question. Ici, la façon dont c'est enseigné, alors c'est en train d'un peu évoluer, hein. Actuellement, c'est un cours, il est conçu comme un cours avec des parties vraiment cours typiques, quoi, enfin amphi et TD applicatif, hein, mais ça reste, je veux dire, à la main, quoi. Et on a une partie auquel on a très fortement tenu ceux qui étaient responsables de cours, qui est une partie applicative avec un logiciel d'analyse de cycle de vie, pour qu'ils se rendent compte alors à la fois du logiciel, mais aussi de la multitude de données disponibles, hein, parce qu'une base de données en ACV, c'est monstrueux, et qu'ils puissent se rendre compte de ce que c'est qu'aller chercher la donnée dont on a besoin pour définir notre projet. Donc actuellement, il y a vraiment la partie aussi d'aller chercher la bonne donnée, d'aller utiliser un logiciel et d'utiliser ce logiciel. Alors, je vous dis, c'est en train d'évoluer parce qu'on va vers à l'école des ponts, on a beaucoup d'apprentissage aussi par projet, avec des grands projets par département, des projets qui les occupent une grande partie de leur temps. Et dans le cadre de ces projets, pas pour tous parce que certains s'y prêteront plus ou moins, il va y avoir le développement de la méthode ACV. On va leur demander de réaliser le bilan environnemental de leur projet avec les outils qu'ils auront eus pendant le cours. Alors en quelques heures, comment montrer Je pense que c'est vraiment pas une question facile, mais vous avez je pense des élèves qui sont quand même de plus en plus conscients de ces questions-là. Je pense que ce qui est intéressant, on pourra en discuter pendant le repas, mais c'est aussi probablement de ne pas les focaliser sur le CO2, de leur faire se rendre compte de cette multitude de choses sur lesquelles ils peuvent agir ou pas agir, mais en tout cas avoir conscience que ce qui nous intéresse, c'est pas que le CO2. On parle beaucoup du CO2 parce qu'on a une urgence climatique, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment une urgence plus climatique que biodive? Moi, perso, j'en sais rien. Je suis en une aide à la décision, je décide pas. Et puis leur montrer que peut-être justement... tout ce qu'on a, alors Fabrice a insisté tout à l'heure sur, a parlé du greenwashing, ouais. Essayer de commencer à leur faire prendre conscience que oui, il y a des choses qui sont du greenwashing dans ce qu'ils entendent et qu'ils ne le sont pas, et qu'on a des outils qui permettent d'objectiver. Vous utilisiez un logiciel, il me semble déjà, en STI 2D, ils utilisaient des logiciels déjà qui permettaient de faire des comparaisons sur différents indicateurs. Je pense que voilà, leur montrer différents types de résultats un peu qui montrent des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, quoi. Ça peut être intéressant. Et j'avais un autre truc qui et important, la durée de vie. L'autre jour, quelqu'un me disait « Ah, c'est rigolo, mais c'est incroyable le nombre de tonnes de CO2 d'une route. » Oui, mais la route, elle dure combien de temps? Et voilà, c'est de se dire ok, au moment de l'émission, c'est beaucoup, mais finalement, ça reste beaucoup, c'est pas ça, mais qui réalise que la fonctionnalité, elle n'est pas juste sur le mètre cube de matériaux, mais bien sur le mètre cube de matériaux qui va durer... voilà. Voilà, mais c'est vraiment... vous me prenez à dépourvu quand même. Hein. Bonjour, merci pour la présentation. C'est Lefi Abdelawi de Sénégal. Donc, je me présente, je viens de vous rattraper finalement aujourd'hui. J'ai raté hier. Bon, ma question, en fait, porte sur la courbe là, que j'ai beaucoup aimée, la première courbe que vous avez présentée. En fait, si j'ai bien interprété, comme si nous avons l'espoir pour limiter l'émission de CO2, c'est lié aux crises mondiales. Bon, je sais pas si malheureusement. On peut parler d'espoir, hein, mais maintenant, est-ce qu'il y a risque vraiment d'une singularité concernant l'émission de CO2
à un point qu'on ne peut pas maîtriser cette émission, et du coup, nous serons en fait dans la triste obligation d'admettre cette réalité. Et est-ce que les réflexions que vous avez proposées, tout ça, permettent de ralentir un tout petit peu ou tarder ce point de singularité? Merci. Alors là aussi, dure question. Moi, je sais pas. Je peux avoir des convictions, mais je sais pas répondre vraiment à cette question-là. Est-ce qu'il y a un moment où vraiment on pourra, enfin, ce qu'on sait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour rester dans les. Maintenant, on parle plutôt des 2 degrés que des 1,5 degré. Ce que je constate juste en regardant cette courbe, c'est que le constat qui est fait de dire qu'il faut qu'on baisse nos émissions de CO2, Kyoto, c'est 97 quand même, la signature des accords de Kyoto. Voilà, depuis 97, ça n'a pas tellement diminué. Donc malgré le constat, ça ne diminue pas. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que on ne parle pas que des émissions maintenant, on parle aussi de toute façon, on a un stock de CO2 dans l'atmosphère. Et même si on arrêtait tout maintenant, ça continuerait d'augmenter. Donc voilà, moi je ne sais pas répondre à ça au moment où est-ce qu'il y aura un jour un point de bascule où on fermera la Terre et ça sera plus vivable, j'en sais rien. Je sais pas, je pense qu'on a quand même une adaptabilité, une résilience dont on sait faire preuve. La méthode ACV que j'ai présentée, ce qu'elle apporte, c'est en tout cas d'essayer de quantifier les différents types d'indicateurs, dont le changement climatique, mais d'autres indicateurs, pour comparer des scénarios et voir, comme je disais, le meilleur sur le point de vue qu'on a choisi, quoi. Au-delà de ça, je ne sais pas faire de miracle. Et on n'est pas... voilà, c'est les politiques qui chercheront à objectiver ça, quoi. Justement, en bonne transition, moi j'ai une question là-dessus. Vous nous avez présenté, donc on est tous plus ou moins, alors on n'a pas le même degré d'expertise, mais on est plus ou moins conscient de ces problématiques-là, mais quel est votre lien justement avec les pouvoirs décideurs? Est-ce que ça passe par des formations? Parce que finalement, même avec des politiques de haut niveau, on entend des choses où scientifiquement on se rend compte que c'est pas forcément toujours cohérent. Quel est votre lien avec les pouvoirs, enfin les instances, les pouvoirs, par exemple les pouvoirs politiques ou les décideurs vis-à-vis de ces notions scientifiques quand même de base et assez importantes pour... Alors, à l'école des ponts, mais c'est pas du tout dans notre laboratoire de recherche à nous, il y a le CIRED en fait qui est impliqué dans le GIEC par exemple. Mais du coup c'est des choses dont moi je pourrais pas vous parler. Nous on n'a aucun lien avec les politiques publiques. C'est pas du tout là-dessus qu'on travaille. Nous ce qu'on cherche à faire justement c'est former les ingénieurs pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que le greenwashing, pour qu'ils se disent quand on va me parler de béton vert, c'est pas un béton vert, en tout cas il n'est pas vert dans tous les sens du terme. Réfléchissons à l'endroit où il sera le mieux utilisé. C'est plutôt ça, quoi. C'est qu'on essaye de leur donner les outils pour qu'ils soient capables de se rendre compte qu'il ne faut pas qu'on s'engouffre dans cette espèce de greenwashing généralisé qui ne va pas nous faire sortir de l'impasse dans laquelle on est, quoi. Voilà. J'ai pas de... en tant qu'enseignante ici, je ne vais pas au-delà de ça que de leur donner des outils pour qu'ils prennent conscience que c'est vaste et qu'ils aient un regard hyper critique sur tout ce qu'on leur apporte. Voilà. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Merci beaucoup pour cette présentation sur un sujet important et central. Et je repasse la parole à Loïc pour des questions pratico-pratiques concernant le repas.